organisé sous l'égide de l'IMDHA, qui est l'International Medical Dental Hypnosis Association, qui est une association américaine qui, depuis les années 80, promeut la collaboration entre les médicaux, les dentistes, pour la promotion de l'hypnose médicale principalement, et qui est en collaboration avec l'IACT, donc aussi on va dire une association qui s'occupe de thérapie et d'hypnothérapeute. Voilà. Donc, le but du Virtual Chapter, c'est de proposer tous les 3 4 mois à peu près une présentation, donc avec du contenu et qui soit, on va dire, étayé par des sources scientifiques et médicales sur un sujet particulier. Donc, comme je dis souvent, c'est pas l'auberge espagnole, c'est pas le café du commerce. Le but, c'est vraiment d'avoir une discussion de fond sur des sujets pertinents et précis. Et ce soir, on a l'honneur et le bonheur d'accueillir Olivier Benaroche. Olivier, qui est un confrère et un ami, on se connaît depuis longtemps. On a fait pas mal de trucs en hypnose ensemble pour la fac de Nice, voilà. Et je suis ravi de l'accueillir pour 2 raisons. Bah, la première, c'est qu'il va nous parler d'un sujet qui est vraiment plus que d'actualité, qui fait partie des grands, ce qu'on appelle des grands classiques de l'hypnose, hein, les Big Five, que sont le stress, l'anxiété, le sommeil, le poids, le tabac, etc. Donc vraiment, ça fait partie stress-anxiété d'un gros chapitre de l'hypnothérapie. Et en même temps, il aura le plaisir de nous annoncer également, et il va sortir très prochainement un bouquin sur ce sujet. Voilà, donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de l'inviter ce soir pour avoir à la fois la primeur de son discours et en même temps pour qu'il puisse annoncer la sortie de son ouvrage. Voilà, Olivier, je te laisse la main. Donc, Merci, dans l'idée, on merci. fait une petite présentation. Je sais pas, t'as prévu quoi, une demi-heure J'ai pas compté, mais oui, c'est ça. C'est une demi-heure, 45 minutes. Et j'imagine qu'après, on est dans un système de questions-réponses, Voilà, c'est ça, de exactement. partage. Voilà, donc présentation, une demi-heure, 5 minutes, et Ouais, après, je vais essayer de m'y tenir. Voilà, j'ai pas vraiment mesuré, mais voilà, en fonction du déroulement de l'horaire, j'irai plus ou moins vite, quoi. très bien. Allez, je te laisse la main, Olivier, c'est bon. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Ça fait toujours plaisir. Je vois des visages connus et j'en suis ravi, hein. Alors, pour rebondir sur ce que disait Brice tout à l'heure, on en reparlera un peu à la fin parce que ça sera la page de publicité. Effectivement, j'ai un livre qui va sortir avant la fin de l'année. Là, il est en finition, dont le sujet sera plus précisément, il portera sur le stress et le burn-out, qui est, on va dire, une des conséquences de l'anxiété et du stress chronique, hein. Et là, ce soir, on va davantage parler de l'hypnose et de l'anxiété, plutôt dans l'axe des troubles anxieux. Euh, et alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui étaient là quand on a fait le congrès avec Brice il y a 2 ans, où j'ai présenté quelque chose de similaire, hein, donc ça va être assez proche. Et pour cela, vous allez retrouver un peu la méthode qui est la mienne. Comme Brice, moi, je suis d'origine dentiste, hein, avec une démarche plutôt scientifique à la base. Et on va passer effectivement moi, j'aime bien passer par les neurosciences pour pouvoir comprendre les mécanismes, comprendre les processus, et à partir de là, réfléchir sur des stratégies et des solutions. Il est bien évident que entre la peur, l'anxiété et les troubles anxieux, hein, il y a quand même des nuances qui sont importantes. Et puis de ce dont on parlera à la fin pour ce qui est des conséquences autres avec le stress chronique et le burn-out également. Mais c'est vrai que, par exemple, hein, si vous êtes dans votre voiture et que sur le chemin du travail, vous vous posez la question si vous avez bien pensé à fermer le gaz, vous allez commencer un peu à avoir des inquiétudes, avoir peut-être des sensations un petit peu inconfortables dans votre corps, au fur et à mesure que vous continuez à vous questionner sur le fait que vous avez bien fermé le gaz et que ça peut être dangereux avec des conséquences éventuellement catastrophiques, la maison qui explose et tout ça. On va avoir le cœur un peu qui s'accélère. Et puis, soudainement, il va y avoir quelqu'un qui va piler devant vous. Et là, vous allez avoir une réaction extrêmement rapide, extrêmement forte, hein, qui va vous permettre d'éviter l'accident, hein. Et bien sûr, c'est des processus qui sont différents, qui sont dans le cerveau, qui permettent de réagir à différentes situations. Et bien sûr, la peur comme un processus de protection, de réflexe, d'alerte est absolument utile. Et quand ça va devenir quelque chose qui est davantage généré par des pensées, par l'imagination,
voire aussi par des processus qui ne sont pas forcément des processus conscients, mais des processus d'association à partir de la mémoire implicite, on va basculer à ce moment-là dans les troubles anxieux. Euh, et on verra qu'il y a toute une variété de troubles anxieux, hein, qui sont décrits médicalement et dont on va parler, hein. Et on verra également, et c'est assez important dans notre pratique de thérapeute, hein, c'est que bien souvent, les troubles anxieux sont impliqués dans presque, à mon sens, hein, dans presque tous les motifs de consultation. Quelquefois, c'est un motif en soi, mais souvent, on se rend compte que l'anxiété, que le stress chronique, c'est quelque chose qui est sous-jacent à des plaintes qui sont annexes, hein, comme des addictions, comme des phobies, euh, comme des problèmes, comme le disait Brice, hein, des problèmes fréquents liés au sommeil, liés aux troubles du comportement alimentaire, par exemple, hein. Et dès qu'on creuse un petit peu, on va se rendre compte qu'on va avoir une comorbidité, hein, et c'est important de voir un petit peu qu'est-ce qui est la poule et qu'est-ce qui est l'œuf dans ces cas-là. Et donc, ce qui est important dans la démarche que je veux montrer un petit peu ce soir, voilà. Vous voyez la diapo, ça fonctionne? C'est un petit peu cette démarche-là, hein, c'est de voir comment est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, prévenir et traiter l'anxiété avec un processus un petit peu algorithmique, un petit peu linéaire, c'est-à-dire d'abord bien définir, je pense que c'est le départ, bien définir ce qu'est l'anxiété et les différents troubles anxieux, d'identifier également les facteurs de risque qui sont connus et éventuellement qui le sont moins, hein. Avoir une réflexion aussi sur le processus, hein, de génération de ces troubles anxieux. Déjà, ça va nous donner des clés quelquefois simplement comportementales, mais aussi neurobiologiques. Et à partir de ces clés-là, eh bien, on va pouvoir savoir un petit peu quelles sont les ressources à développer et quelles stratégies adopter, quels outils mettre en place, si possible, sur mesure, par rapport aux troubles anxieux qu'on a identifiés et par rapport à, à la personne qui nous fait face, quoi. Alors, tout d'abord, la définition un petit peu classique, hein, de l'anxiété pour l'Office mondial de la santé, hein, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est un sentiment de danger imminent, indéterminé, qui s'accompagne d'un état de malaise, d'agitation, de désarroi, voire d'anéantissement. Les troubles anxieux sont bien décrits également dans le DSM-4, hein, mais on voit déjà qu'il y a une nuance importante, hein, par rapport à la notion dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui est la notion de peur. La peur étant un signal d'alerte tout à fait physiologique et nécessaire, hein. On voit que dans la définition déjà, il y a cette notion un peu de subjectivité, hein, de sentiment d'un danger qui n'est pas forcément présent ici et maintenant, hein, et qui peut être également assez indéterminé et qui pourtant s'accompagne de signes à la fois physiques et psychologiques, hein. C'est-à-dire qu'au niveau affectif, on va avoir des sentiments d'inquiétude, une émotion globale de peur, hein. Et on va avoir également des signes physiques qui sont assez similaires, hein, j'en parlais tout à l'heure, avec les signes du stress aigu et du stress chronique, hein, qui vont vraiment atteindre tous les systèmes du corps, hein, et qui peuvent avoir des expressions qui sont variables en fonction des fragilités des individus. Les troubles anxieux sont très fréquents, hein, ça j'imagine que vous l'avez bien observé dans vos cabinets. Euh, on voit là sur ce petit diagramme, hein, que c'est l'un voilà, des troubles mentaux les plus courants et puis qui agit aussi avec comorbidité, hein. Donc on va avoir des associations. 21% d'adultes qui sont touchés au cours de la vie. Il y a une répartition qui est euh, en défaveur des femmes, hein, qui sont 2 fois plus touchées. Et on va en parler un petit peu plus tard, qu'il y a différents types de troubles anxieux et qu'on a une grande partie de la population qui est concernée par ce qu'on appelle les troubles anxieux généralisés, c'est-à-dire cette espèce d'anxiété diffuse qui n'a pas forcément d'objets bien spécifiques ou des objets qui sont répétitifs et aléatoires, hein. Et on voit qu'il y a dans cette répartition une grande répartition pour les phobies, hein, pour les phobies simples, euh,
un petit peu moins pour les phobies sociales et les agoraphobies. Et on voit qu'il y a également une présence, hein, des états de stress post-traumatique qui est également importante. En ce qui concerne, donc là, je ne vais pas trop passer de temps là-dessus, mais voilà, c'est quelques chiffres, hein, qui nous font voir qu'on a euh, une surreprésentation, notamment chez les femmes, et c'est plutôt des troubles qui sont d'apparition précoce, hein. C'est-à-dire que bien souvent, en particulier les phobies, les TOC, euh, les phobies spécifiques, les agoraphobies, les phobies sociales aussi sont des troubles anxieux d'apparition assez précoce, hein, en moyenne entre 15 et 25 ans. Donc voilà, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même quelque chose qui est assez fréquent, qu'il y a pas mal de comorbidités avec différents troubles, hein, notamment avec des troubles cardiovasculaires, avec des troubles épileptiques, hein. C'est souvent pas très connu, mais 20 à 50% des épileptiques sont sujets à des troubles anxieux, hein. Et puis, ce qu'on peut voir également, c'est qu'on va avoir un pronostic qui est quand même assez sombre, hein, dans le sens où la véritable rémission totale, hein, est quand même assez rare. Ce sont des pathologies qui sont plutôt de nature chronique, et pour lesquelles, bien sûr, on peut apporter des solutions, au moins pour améliorer le confort des personnes. On disait tout à l'heure que euh, dans les troubles anxieux, mais on pourrait dire presque quels qu'ils soient, après il va y avoir des variations en intensité, on va retrouver une variété de symptômes à la fois physiques et de symptômes psychologiques, hein, qui bien sûr vont envahir le quotidien de ces personnes-là, hein, et font qu'ils vont avoir du mal à fonctionner au quotidien. C'est certainement des choses que vous connaissez déjà, hein. Les patients qui consultent décrivent très bien leurs problèmes, hein, avec voilà, des difficultés à la respiration, de l'accélération cardiaque, des troubles du sommeil, des problèmes aussi connexes, hein, avec des douleurs chroniques, des troubles digestifs. Comme je vous disais, hein, l'entrée dans les troubles anxieux ne se fait pas toujours par un motif de consultation qui est systématiquement le même. Il vous est sans doute souvent arrivé, comme à moi, d'avoir des personnes qui sont envoyées par un gastro-entérologue pour des troubles de l'intestin irritable, par exemple, ou pour des troubles du sommeil, ou autres, hein. Des personnes qui viennent me voir parce qu'ils sont embêtés par le vertige, hein. Et bien souvent, voilà, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, hein. C'est-à-dire qu'on a une expression symptomatique dont bien souvent la racine, hein, est un trouble anxieux, dont il faudra peut-être aussi déterminer la genèse. Il y a aussi des symptômes psychologiques qu'on va retrouver dans les différentes catégories, hein, de troubles, qui sont globalement liés, hein, à l'émotion centrale de la peur, hein. Donc, que ce soit au niveau, on va dire, cognitif, hein, avec euh, en particulier des ruminations, des inquiétudes, ça s'accompagne souvent de sentiments aussi de frustration. Beaucoup de problèmes aussi ont des problèmes d'estime de soi, des baisses de concentration en particulier. Et puis, c'est souvent lié aussi à des processus cognitifs, hein, de catastrophisme, d'anticipation négative, de dramatisation, de rumination. Ça, on va en reparler, hein, parce que à mon avis, c'est vraiment central. Euh, et puis, bien sûr, ça a des conséquences aussi comportementales, hein, sur l'entourage, avec des comportements d'agitation, des gens qui sont plutôt irritables, hein. Euh, donc ça, on va dire que ce sont les éléments un petit peu généraux qui sont communs à l'ensemble des troubles anxieux, avec des variations qu'on va voir, hein. Et on voit déjà, et j'y reviendrai dans le détail, hein, qu'on est très très proche du processus du stress, hein, en particulier. Selon les différentes classifications, aujourd'hui, les troubles anxieux, ça regroupe 6 entités cliniques spécifiques, qui sont regroupées parce qu'elles ont évidemment un lien de parenté évident, hein. On a le trouble anxieux généralisé, on a le trouble panique avec sans agoraphobie, hein, euh, l'anxiété sociale ou la phobie sociale, les phobies spécifiques, hein, comme vous le savez, qui vont porter sur des objets particuliers, les troubles obsessionnels compulsifs et les états de stress post-traumatique.
hein. Donc, vous voyez que on peut voir l'anxiété comme un processus, hein, comme un trait de caractère, mais c'est également, euh, ça couvre une grande partie, hein, des motifs de consultation dans nos cabinets. Donc, pour rentrer un tout petit peu dans les détails, hein, sans aller trop lentement, les troubles anxieux généralisés, c'est quand évidemment on a cette sorte d'anxiété un petit peu diffuse, hein, où l'anxiété est presque toujours présente, qu'elle accapare, hein, beaucoup de temps et d'énergie chez la personne, qui ont, vous l'avez remarqué, une intolérance, hein, à l'incertitude, hein, un besoin un petit peu compulsif de tout contrôler, hein. Et comme vous le savez, bah, c'est un peu paradoxal, hein. Quand on veut tout contrôler, eh bien, on se rend compte qu'on perd le contrôle. Et donc, ces personnes vont effectivement avoir pas mal de manifestations, hein, liées à ce stress. Elles vont être agitées, elles vont être plus fatigables, avoir des difficultés cognitives, de concentration, de mémorisation, hein. Ça peut aller du simple trac de l'examen à une véritable frayeur, hein. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez répandu. Vous l'avez peut-être remarqué aussi dans vos consultations, hein, c'est souvent des traits qui sont un petit peu acquis, qui sont un peu appris. On a des familles d'anxieux et on peut imaginer que les enfants ont copié par mimétisme leurs parents, hein. Il y a aussi des implications qui sont aujourd'hui observées d'un point de vue génétique, hein. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est assez répandu. Les troubles paniques, la particularité, c'est que c'est l'un des rares troubles psychiatriques, on pourrait dire, dont les patients peuvent donner la date de début très clairement. C'est-à-dire que moi, systématiquement, les personnes qui viennent voilà, pour des crises d'angoisse, pour des troubles paniques, ils sont capables de me dire à quel moment ils ont eu la première fois, quelquefois avec la possibilité d'identifier un facteur déclenchant, mais pas toujours, hein, c'est pas toujours le cas. C'est souvent, ça peut être souvent lié, hein, à des problèmes d'agoraphobie. Et vous le savez, hein, le trouble panique, c'est une crise d'anxiété aiguë avec notamment des signes physiques qui sont paroxystiques, hein. Donc il va y avoir véritablement une activation très très forte, hein, du système euh, du stress, hein. Et surtout, il y a ce caractère un petit peu inattendu, inexplicable et imprévisible de la crise. Il y a 40 à 60% des cas des crises de panique initiales qui sont la nuit, hein. Et elles s'accompagnent, et c'est vraiment un schéma que je revois de manière répétitive, hein. Ces personnes-là, ce qui les inquiète le plus, c'est que quand elles sont dans cet état physique particulier d'hypervigilance et d'hyperactivation, elles ont aussi des pensées, hein, comorbides, où elles vont avoir l'impression de perdre le contrôle, avoir l'impression de risquer de faire une crise cardiaque ou de devenir folle, hein. C'est quelque chose qui revient souvent dans le discours de ces patients qui font des crises de panique. Et en fait, ça devient un cercle vicieux, c'est-à-dire que la crise de panique s'auto-entretient à partir de signes physiques et de pensées un petit peu, enfin très alarmantes, hein, de telle manière que la crise se perpétue. Et surtout, ça crée un processus d'évitement, hein, qui font que ces personnes-là peuvent aussi très facilement évoluer vers des agoraphobies, hein, c'est-à-dire se retrouver dans des situations où ils ne pourraient pas gérer cette crise de panique, où il n'y aurait pas de moyen d'échappatoire, et ce qui fait qu'ils vont développer tout un processus, hein, d'évitement, hein, de ces situations phobiques, qui va devenir un vrai problème sur le long terme. Euh, il y a dans certaines recherches une étiologie pour certaines personnes qui ont eu des troubles, enfin des crises de panique spontanées, une étiologie qui peut être liée à des récepteurs de suffocation dans le cerveau, hein, parce qu'on sait que l'un des éléments qui est essentiel dans la genèse de la crise de panique, c'est l'hyperventilation, hein. C'est le fait que la personne commence à ressentir des signes d'agitation, va essayer spontanément, hein, d'inspirer plus d'oxygène, se mettre en hyperventilation, et ça va modifier la chimie du sang, activer les récepteurs de suffocation qui sont dans le cerveau, et là on enclenche tout le processus du stress aigu.
Bon, ça nous donne déjà aussi un petit peu des idées hein, sur des stratégies psychocorporelles qu'on pourrait appliquer pour ces problèmes-là. Et il y a pour les troubles paniques, il y a aussi beaucoup de comorbidités avec des troubles dépressifs, hein. Donc ça peut être aussi important d'aller rechercher ça, et éventuellement ouais, et de travailler avec des médecins prescripteurs. Euh, L'anxiété sociale ou la phobie sociale, hein, vous savez, c'est la peur intense des situations dans lesquelles le patient a peur d'être jugé ou d'être rejeté. Euh, donc, ça peut aller effectivement d'une simple inquiétude par rapport à un examen, par rapport à une représentation sportive ou artistique, hein, mais ça peut aussi devenir une véritable phobie, ce qui va créer donc des situations d'évitement et d'impossibilité, hein, qui sont liées également à ces processus qui activent hein, le système de l'alerte. Euh, donc, dans les phobies spécifiques, hein, on l'a vu, bien souvent, on va avoir l'identification hein, beaucoup plus précise que dans les troubles paniques d'un objet phobique que le patient va identifier. Et vous savez qu'il y a les grands classiques, hein, les araignées, les serpents, des peurs ataviques, mais aussi des choses qui sont moins expliquées, hein. Moi, je m'étais amusé à regarder un dictionnaire vous savez, avec les racines gréco-latines des différentes phobies, hein. Et je crois qu'il y avait plus de 600, quelqu'un avait recensé plus de 600 termes pour définir des phobies. En fait, on peut être phobique absolument à tout et on comprendra un peu plus tard pourquoi c'est possible dans ce cas-là. Les troubles obsessionnels compulsifs, vous le savez, hein, c'est l'association à la fois d'idées obsédantes et de rituels hein, qui permettent, par des comportements ou par des gestes, hein, d'essayer de diminuer cette anxiété, hein. Un petit peu comme pour la phobie, hein. Ce sont des processus qui essayent d'une manière très inconsciente de conjurer l'angoisse, hein. L'angoisse, c'est quelque chose qui est assez diffus, qui n'a pas d'objet, qui est difficilement appréhendable. Il y a ce qu'on appelle les angoisses flottantes qui peuvent, pour beaucoup d'auteurs, et on est d'accord avec ça, être liées à l'angoisse de mort, quelque chose qui n'est pas gérable hein, par nous, pauvres humains. Eh bien, notre inconscient, par sa grande capacité créative, va trouver des moyens pour endiguer ce qui n'est pas appréhendable, hein, par quelque chose qui est certes est particulièrement inconfortable et handicapant, mais pour autant qui apporte une tentative de solution dysfonctionnelle hein, dont on va pouvoir libérer nos patients. Et bien sûr, le dernier type de trouble anxieux qui est dans cette liste, hein, ce sont les états de stress post-traumatique qui correspondent là également à un processus bien spécifique avec en général un ou plusieurs événements qui va faire effraction hein, traumatique, et puis qui se différencie des autres troubles anxieux par le revécu intrusif. Vous savez que ces personnes se plaignent de flashbacks, de cauchemars, de pensées envahissantes. Il y a un processus d'évitement, là aussi, hein, des situations qui peuvent être liées de près ou de loin avec l'événement ou les événements en cause, hein. Et puis, il va y avoir effectivement cet état d'hyperactivation hein, du système orthosympathique avec des sursauts, des troubles du sommeil, de l'irritabilité, des difficultés cognitives, des altérations émotionnelles. Enfin, c'est une pathologie qui est assez forte, comme vous le savez, et qui, elle aussi, hein, peut s'accompagner d'un grand nombre de comorbidités, tout comme dans les phobies, hein, notamment au niveau addictif, hein. C'est-à-dire que les troubles anxieux, quelquefois, ils vont être la porte d'entrée à pas mal euh, de problèmes qui peuvent être chez nous les premiers motifs de consultation, qui peuvent bien souvent être à l'origine hein, de ces problèmes-là. Euh, assez rapidement, hein, pour faire un petit peu un diagnostic différentiel, euh, bien sûr, quand il y a des crises de panique et de l'anxiété, il faut toujours avoir un petit peu un historique médical, hein, voir s'il n'y a pas de pathologies organiques qui peuvent être liées, hein. Je vous ai parlé de l'épilepsie, des problèmes cardiaques ou des problèmes respiratoires, hein. Euh, on sait bien que les crises de panique en particulier, qu'on peut rencontrer
dans différentes manifestations sont particulièrement liées aux problèmes respiratoires, hein, avec cette hyperventilation. Et c'est pour ça d'ailleurs hein, qu'avec avec l'épidémie de Covid, hein, on a eu une croissance énorme hein, des troubles anxieux et des crises de panique, hein, puisque le système respiratoire était bien sûr mis en question, hein. Donc c'est vrai que voilà, il faut à la fois avoir la possibilité d'avoir un point de vue un peu général sur des pathologies organiques, sur aussi la comorbidité qui peut être importante avec la dépression, hein. Avec une différence quand même dont je vais parler juste après, mais j'anticipe un petit peu, c'est que l'anxiété pour moi, en tant que trait, hein, en tant que processus, c'est avant tout un processus dissociatif qui est tourné vers l'avenir. C'est le processus essentiel, c'est pas le seul, hein, c'est cette anticipation négative qui fait que la personne va avoir soit des inquiétudes conscientes ou inconscientes, mais plutôt liées sur des événements qui peuvent se produire euh, plutôt à l'extérieur de lui et plutôt déplacés dans l'avenir. Dans la dépression, on va plutôt avoir une orientation de l'attention vers le passé, vers un deuil, vers une perte, vers un échec, plutôt orienté vers le passé, plutôt intérieur. Mais on peut avoir une comorbidité, on peut avoir à la fois des personnes qui sont bien sûr dépressives et avoir des troubles anxieux également, hein. Donc les deux vont bien se renforcer. Le burn-out, pour en parler rapidement, parce que ça c'est vraiment le sujet de mon prochain livre, je pourrais en parler beaucoup plus longuement, mais globalement, si on veut le cantonner un petit peu à ses définitions d'origine, hein, d'abord il est plutôt lié à des facteurs de travail, hein, de conditions de travail. Ça s'est beaucoup élargi ces dernières années. Et puis, il y a des critères un petit peu diagnostiques qui sont différents, hein, avec cette idée d'épuisement à la fois émotionnel et physique, de dépersonnalisation et de cynisme, et de sentiment d'échec. Donc, c'est un petit peu particulier. Et puis, les addictions, encore une fois, elles sont bien souvent reliées de près ou de loin aux troubles anxieux, hein. Et à mon sens, il y a toujours une composante d'anxiété dans l'addiction. euh, qu'il qu'il faut, euh, qu'il faut quand même traiter hein, d'une manière ou d'une autre. Euh, j'ai lu récemment un livre que j'ai trouvé passionnant d'un chercheur sur les addictions qui s'appelle Koub et qui explique hein, qu'il y a trois systèmes hein, qui vont générer et maintenir les addictions. Il y a le système de récompense, le système de plaisir, mais il y a aussi le système de stress hein, qui est ce qu'il appelle le côté sombre de l'addiction. C'est-à-dire que les personnes ne vont pas consommer le produit addictif ou le comportement addictif à un certain stade parce que ça leur produit du plaisir, mais parce qu'ils se sentent mal, en fait, hein. Et donc, le système du stress est particulièrement, et de l'anxiété est particulièrement activé dans les addictions, notamment quand on est dans la phase compulsive, et la consommation va juste tenter, en fait, hein, de calmer ce malaise. Et c'est là où, en fait, notre approche sur les troubles anxieux et la prise en charge du stress va être utile pour les addictions. On peut rajouter à ça qu'il y a un troisième système aussi dans les addictions, qui est le système euh, du contrôle exécutif, hein, dans le cortex préfrontal, qui est là pour modérer le- la décision de consommer ou pas, et qui est altéré hein, dans les processus anxieux, dans les processus addictifs. Et donc là, c'est davantage la cible d'un travail motivationnel, un travail de restructuration cognitive. On verra un peu plus euh, les différents axes stratégiques. J'essaye de ne pas aller trop lentement. Il m'arrive quelquefois d'être un peu bavard, mais on a un temps qui est un petit peu limité ce soir. Les facteurs de risque de l'anxiété, alors on en a parlé, hein, et je vais y revenir par la suite, hein, c'est qu'on va bien sûr avoir cette notion de l'axe du stress qui va être activé, que ce soit dans différents domaines. Évidemment, c'est un facteur qui est central. Euh, il faut toujours s'enquérir hein, pour des personnes qui ont des troubles anxieux, de savoir s'il y a eu des traumatismes. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui peut être investigué de manière, on va dire, traditionnelle, purement conversationnelle, en faisant l'anamnèse et l'historique des troubles. Mais on peut aussi utiliser l'hypnose pour avoir une approche un petit peu plus régressive, hein, faire parler le corps, dans lequel certaines mémoires sont imprimées
beaucoup plus que de la mémoire explicite ou consciente. On l'a vu, hein, bien souvent, il y a une consommation excessive, hein, de médicaments, de drogues, d'alcool, souvent de tabac également, hein, chez les patients qui ont des troubles anxieux. Des problèmes de santé physique, hein, notamment, on a vu, hein, dans des comorbidités, les troubles thyroïdiens, les troubles épileptiques, les troubles cardiovasculaires. Les asthmatiques aussi ont beaucoup plus de troubles anxieux que la moyenne, hein. Et bien sûr, ça va avoir des répercussions à la fois sur le sommeil, il y a bien souvent aussi un manque d'exercice, une nutrition qui est déséquilibrée, il y a des habitudes cognitives qui sont dysfonctionnelles, une intelligence émotionnelle qui est faible et une estime de soi qui est basse. Tout ça, ce sont des facteurs de risque de l'anxiété et d'une certaine manière, c'est ce qui va un peu nous servir de boussole pour pouvoir les prendre en charge et pouvoir amener des solutions. Alors, je suis un peu distrait de temps en temps parce que je vois qu'il y a des personnes qui arrivent dans la salle d'attente et je les fais rentrer. Bon, pour le coup, elles ont raté. Donc, bonjour à ceux qui arrivent et désolé que vous ayez raté le début. On va continuer avec quelque chose qui va être un petit peu plus orienté sur les solutions. Globalement, c'est important déjà de se poser la question de comment est-ce qu'on peut définir de manière un peu plus procédurale, hein, l'anxiété. Alors, si on la considère comme un trait, hein, c'est une tendance générale qui bien souvent est acquise, hein, qui est apprise par observation, avec une composante essentiellement cognitive, avec des inquiétudes, des ruminations, des pensées qui vont être plutôt projetées vers l'avenir, et une composante plutôt émotionnelle, hein, avec la composante affective qui va aussi se manifester au niveau du corps. Et puis, il y a une composante comportementale avec en particulier une tentative de tout contrôler, hein, avec notamment des comportements d'évitement, de demande d'aide, de conjuration, etc., hein, qui peuvent que se mettre en place. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans cette compréhension, et là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet neurobiologique, hein, c'est de se poser la question de l'anxiété comme un processus. Et là, en fait, il apparaît de manière assez claire, et j'imagine que vous serez d'accord avec moi, on en parlera tout à l'heure si vous voulez, hein, mais que l'anxiété en soi, en tant que processus, pour moi, c'est une auto-hypnose négative, hein. C'est quelque part une sorte de saupoudrage que les gens se font à eux-mêmes avec justement cette anticipation du pire qui va créer déjà une distorsion temporelle. Les personnes ne sont pas véritablement présentes, elles sont projetées en permanence vers un avenir qui est plutôt menaçant. Et ça crée une véritable dissociation. C'est-à-dire qu'il y a une dissociation entre le corps et l'esprit qui se marque par justement cette réaction physique et physiologique de la peur, de l'axe du stress. C'est-à-dire que les personnes vont faire l'expérience ici et maintenant euh, de la peur et de ses manifestations physiques à cause de cette dissociation-là. Et donc, ils vont amplifier ce processus. C'est ce que fait la personne qui fait une crise de panique, hein. Elle commence à se sentir un petit peu, voilà, un petit peu essoufflée et elle va tout de suite se dire, bah, je suis en train de perdre le contrôle, je vais faire une crise cardiaque, hein. Donc il y a cette espèce d'inquiétude qui va augmenter l'alerte et qui va, bien sûr, euh, déclencher tous les processus de manière véritablement cyclique, hein, comme une spirale qui s'auto-entretient, hein. Donc il y a une amplification qui se fait véritablement par autosuggestion. Donc d'une certaine manière, on y reviendra un petit peu plus tard, hein, mais c'est bien déjà de se dire qu'il y a un processus hypnotique-like, hein, un processus hypnoïde dans le problème de l'anxiété, quel qu'il soit. Pour aller plus loin dans le processus, comme je vous dis, moi j'aime bien me poser la question, d'aller un petit peu dans les séances fondamentales, d'aller voir les neurosciences, voir ce qu'elles nous apportent. Ça a été le sujet là, de mon avant-dernier livre sur l'hypnose et les neurosciences. Et je continue à chercher un petit peu des clés, même si ça ne nous apporte pas toutes les solutions, ça apporte une réflexion. Pour le faire simplement, on va parler du système nerveux autonome. Vous le savez, il y a deux voies essentielles, deux voies antagonistes.
qui nous permettent de nous ajuster hein, en permanence. Antagonistes parce que quand l'une est activée, l'autre est éteinte. Hein, ça, c'est important et ça fait partie vraiment de la compréhension des stratégies. Et vous le savez, on a ce système qu'on appelle orthosympathique ou sympathique tout simplement, qui est le système de l'alerte, de l'alarme, de l'activation, qui va très rapidement enclencher le système qui passe par l'hypophyse, par l'hypothalamus, qui va sécréter les hormones, en particulier du stress, que sont l'adrénaline et le cortisol, avec une hyperactivation, une hypervigilance qui permet de réagir de manière forte et rapide à un danger idéalement réel et de courte durée. Ce qui n'est pas toujours le cas, hein, on en a un petit peu parlé auparavant, c'est que malheureusement, notre capacité de penser fait qu'on peut activer ce système-là, même quand le système, même quand l'objet de notre peur n'est pas réel, et, euh, et même il peut devenir quelquefois permanent. Et c'est là où ça devient véritablement problématique parce que ce n'est pas du tout le système de l'équilibre. Le système de l'équilibre psychocorporel, c'est le système parasympathique, c'est le frein, c'est ce qui nous permet de fonctionner idéalement avec tous les systèmes régaliens qui fonctionnent bien, que ce soit au niveau immunitaire, au niveau cortical et digestif hein, et autres. Tout fonctionne bien en parasympathique et s'arrête hein, quand on est dans l'alerte. Et vous avez peut-être entendu parler de la théorie polyvagale de Porges, hein, qui va un peu plus dans le détail avec un système parasympathique ventral qui s'occupe de la régulation cardio-respiratoire et de l'engagement social. Hein. Donc il y a un lien également avec ce processus un petit peu d'empathie, on pourrait dire, et d'attachement. Et nous avons le système parasympathique dorsal qui, lui, est davantage responsable du système d'hypoactivation, de ce qu'on appelle la sidération. Hein. Vous savez, c'est ce que les Américains appellent le freeze. Hein. C'est le hibou dans les phares de la voiture hein, qui reste immobilisé. Et ça, c'est une réaction de survie également qui appartient au domaine du vivant et qu'on partage avec les autres espèces. Et bien sûr, vous savez que chacun de ces systèmes va jouer un rôle évidemment crucial dans la réponse au stress. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour essayer de, voilà, de simplifier le processus et parler de ces trois voies cérébrales de l'anxiété. Euh, Si vous regardez en haut à gauche de votre écran, vous avez tous les sens, hein, ce que nous, en tant que praticiens, on a tendance à appeler le VACOG, c'est-à-dire tous les sens qui nous permettent de percevoir le monde extérieur. Donc on va recevoir une information, si elle est menaçante, hein, ça va passer d'abord par une structure qu'on appelle le thalamus, qui est une sorte de garde-triage, et qui va très rapidement orienter ces informations au niveau de l'amygdale. Et dans cette amygdale-là, je vous le fais un petit peu rapidement, on va avoir, si c'est quelque chose qui est jugé comme menaçant, non seulement une activation très rapide qui passe par le noyau latéral, le noyau central, et tout de suite à travers l'hypothalamus et le tronc cérébral, une activation du système orthosympathique et la réaction fight, flight or freeze. Ce qui est important de voir dans ce schéma, c'est qu'à ce niveau-là, on va avoir un processus de mémorisation non consciente, une mémoire implicite qui se fait par association. C'est le langage de l'amygdale. Le langage de l'amygdale, il ne passe pas par le cortex, il n'est pas conscientisé, il n'est pas mémorisé de manière explicite. Et cette association va faire en sorte que l'amygdale va, dans cet état d'hypervigilance, en état de terreur, hein, associer tous les éléments qui sont présents au moment où la personne est dans cet état émotionnel intense. Et c'est ça qui va expliquer, d'une certaine manière, qu'on va avoir des phobies un petit peu étranges ou inexpliquées, c'est-à-dire qu'on va avoir un objet ou une situation qui est présente au moment où cet état émotionnel est activé, et une association qui se fait de manière automatique, implicite, et aussi quelquefois de manière qui n'est pas du tout conscientisée, ce qui fait que le déclencheur n'est pas du tout connu de la personne. Donc, on va avoir des troubles paniques, par exemple, où la personne pense qu'elle est folle parce que elle a l'impression que ça se déclenche sans raison.
Il y a deux autres voies dont je vais vous parler. C'est la voie qui fait qu'on va passer par la perception et le thalamus, mais cette information un peu plus lente va parvenir au cortex cérébral, qui lui a la possibilité d'interpréter ces signaux, de choisir si c'est un serpent ou une corde qui est au sol, par exemple, et d'avoir une sorte voilà, de transaction qui va décider si on doit avoir peur ou pas. Donc c'est une voie qui est beaucoup plus lente, mais à travers cette interprétation, on va redescendre aussi vers l'amygdale avec la possibilité d'avoir une activation du système de stress qui, lui, est non spécifique. C'est toujours la même réponse, quel que soit euh, le circuit. Et on a une troisième voie, qui est une voie lente également, et qui va se faire à partir en particulier des pensées, ce dont je parlais tout à l'heure, les anticipations négatives. Et là, on n'a même plus besoin de passer par la perception. Ça va directement du cerveau cortical à l'amygdale, et on va également avoir une activation qui est identique. Donc, pour résumer, on a trois voies cérébrales de l'anxiété. Une anxiété qu'on pourrait dire amygdalienne, qui est la voie rapide et forte, et deux types d'anxiété corticale, on pourrait dire, à droite et à gauche. L'anxiété amygdalienne, vous voyez en vert, hein, ça passe d'abord par la perception. On a la perception qui passe à travers le thalamus. Ça arrive au noyau latéral de l'amygdale qui est le système d'alarme qui décide que l'information est menaçante. Et ça va être transmis au noyau central qui, lui, est connecté à l'hypothalamus et au tronc cérébral pour déclencher de manière extrêmement rapide suite à ce signal, une réponse de stress avec voilà, la cascade neuro-endocrinienne que vous connaissez. Et on l'a vu, on est dans un système de mémoire implicite par association, ce qui fait qu'au-delà d'un danger qui apparaît pour la première fois, on va avoir un apprentissage extrêmement puissant, extrêmement fort, qui est inscrit dans le corps de manière non consciente qui va déterminer des réactions ultérieures quand un stimulus s'apparente à ce qui a créé cet état émotionnel. La deuxième voie qui est plus lente, on peut appeler ça l'anxiété corticale droite. L'anxiété corticale droite, on l'a vu, ça marche aussi par un système de perception. Hein, il va y avoir la perception de quelque chose au niveau de l'environnement, et il va y avoir une interprétation, une évaluation de la dangerosité. En sciences du stress, on parle d'une transaction. Hein, la transaction, c'est que de manière très rapide, on va essayer d'évaluer la dangerosité de l'événement et la capacité des ressources qu'on a pour faire face. Hein, et dès que la balance est déséquilibrée, eh bien, on va avoir, euh, en comparaison avec la mémoire explicite, hein, qui va chercher des événements identiques, on va voir la genèse d'un signal d'alerte qui, lui, va faire le même chemin, c'est-à-dire qu'il va aller vers l'amygdale et là, de manière extrêmement identique, avoir une réponse de stress. Ce qu'on peut rajouter, c'est que vous le savez comme moi, l'hémisphère droit est capable d'autre chose que de l'interprétation, est capable de l'imagination également. Et que donc cette imagination, cette capacité que nous avons à créer des images de manière spontanée, eh bien, peut aussi activer le système amygdalien hein, d'une manière complètement artificielle. La troisième voie, qui est aussi plus lente que la voie directe amygdalienne, hein, c'est ce que j'appelle l'anxiété corticale gauche, eh bien, c'est davantage, cet hémisphère est davantage responsable du traitement verbal, hein, du langage. Et donc, c'est là où on va avoir toutes les inquiétudes, les ruminations, les anticipations négatives, ces pensées un petit peu cycliques qui elles-mêmes ont la capacité d'aller activer l'amygdale et de générer une réponse de stress. Ça va jusque-là? J'en ai pas trop perdu? Tout va bien. Bon. Allez, je vais essayer de terminer assez rapidement parce que c'est vrai que quand on s'amuse, le temps passe vite. Hein. Je voudrais attirer votre attention. Alors là, il n'y a rien de définitif, mais je me suis vraiment posé la question et je vous invite à le faire. Et pas seulement dans les symptômes anxieux, mais dans d'autres pathologies pour lesquelles les personnes vont consulter, hein, surtout quand ils viennent après avoir vu les médecins qui leur ont dit c'est dans la tête, etc. Et de voir d'avoir cette démarche
de voir les similitudes qu'il peut y avoir entre certains symptômes et ce que nous savons un petit peu de voilà, de la phénoménologie de l'hypnose. Hein, et d'une certaine manière, vous voyez qu'on peut faire des liens entre certains troubles, entre certains symptômes, en particulier là, les troubles anxieux, et certains signes qui sont liés à la pratique de l'hypnose. Hein. Et en fait, cette réflexion-là, le fait de faire un parallèle, hein, de voir la similitude entre des troubles et des processus hypnotiques, eh bien, bien sûr, ça nous amène à réfléchir à des stratégies antagonistes d'une certaine manière. Si dans la crise de panique, on a en particulier une activation orthosympathique, mais qu'on va retrouver, vous l'avez bien compris, hein, également dans les troubles post-traumatiques ou dans les phobies, eh bien, l'une des stratégies les plus évidentes, hein, c'est de pouvoir, grâce à l'hypnose, activer le parasympathique. Et donc, on va avoir cette réponse antagoniste de relaxation qui va permettre d'éteindre l'activation orthosympathique. De la même manière, l'anticipation négative, cette progression en âge, cette suggestion paradoxale que on a peur d'avoir peur et que c'est ça qui crée la peur, hein, eh bien, tous ces processus-là d'autosuggestion, de, de futurisation négative, on va pouvoir les inverser en apprenant à nos patients à faire de la futurisation positive ou à se mettre en présence, par exemple, hein, quand on est vraiment ici et maintenant, on n'est pas dans un futur terrible, hein, par exemple, où on va pouvoir faire des recadrages. Donc vous voyez, ça c'est simplement une démarche dont on peut parler, hein, c'est de voir comment est-ce qu'on peut trouver dans différents troubles quelque chose qui est en fait une forme d'auto-hypnose négative et que les personnes sont souvent très très douées, hein, pour faire de cette hypnose tout seul. Je leur dis souvent, ben voilà, vous êtes super doués, on vous a donné une Ferrari, mais on vous a jamais appris à la conduire. Et en fait, c'est ce qu'on va travailler ensemble, hein, que ce soit au niveau purement physiologique, au niveau cognitif, au niveau émotionnel, grâce à l'hypnose, on peut créer des processus, hein, qui vont contrecarrer la dissociation, les processus de régression, enfin voilà, tout ce que vous voyez ici. Je vais terminer avec quelques axes qui vont vous permettre un peu d'y réfléchir, hein. En ce qui concerne l'anxiété généralisée, le processus, bien souvent, c'est un processus qui est plutôt mental, on l'a vu, et émotionnel, avec cette inquiétude. Ça se manifeste souvent par des troubles psychosomatiques, hein, et émotionnels. Ma démarche, moi, souvent, c'est en première intention, pour tous les troubles anxieux, en général, c'est d'augmenter les ressources. C'est-à-dire de donner des outils pour apprendre aux personnes à réguler leur stress. Je vais aussi faire des séances qui vont être spécifiquement dédiées au renforcement du moi. Euh, Ça, c'est quelque chose qui a été le sujet, par exemple, du travail du docteur Hartland, hein, aux États-Unis, qui, à un moment donné, ne faisait de l'hypnose que pour le renforcement du moi en disant ça résout tout. Donc, ce n'est pas forcément aussi simple que ça, mais en tout cas, ça fait partie, hein, des ressources à développer, de même que l'intelligence émotionnelle ou différentes techniques psychocorporelles, en particulier la respiration. Pour moi, c'est très central, hein, notamment dans l'anxiété, dans les troubles paniques et la phobie. À partir du moment où on arrive à stopper le cercle vicieux de la crise de panique par l'hypoventilation, eh bien, on a déjà pas mal résolu le problème. L'anxiété corticale droite, rappelez-vous, hein, c'est cette distorsion cognitive avec des interprétations négatives, avec des ruminations, etc., qui peut donc s'exprimer, hein, par des troubles paniques, des anxiétés ou des phobies sociales et souvent les TOC. Là, ce qui va être le plus adapté dans ces cas-là, hein, dans cette anxiété corticale droite qui est basée sur un petit peu cet autodialogue que la personne se tient, ça va être des techniques de recadrage. Alors, soit par rééducation thérapeutique, c'est-à-dire normaliser leurs problèmes, hein. Moi, il m'arrive très souvent quand j'ai des personnes qui ont des troubles paniques qui viennent vraiment parce que en fin de parcours, ils ont presque l'impression d'être devenus fous, en fait. Hein, et je leur explique par A plus B que, en fait, ils ne le sont pas du tout, qu'ils ont un système qui fonctionne très bien, peut-être même un peu trop bien, et que c'est physiologique et que c'est normal, sauf qu'il faut le réguler, quoi.
Des techniques aussi de restructuration cognitive où on va challenger un peu les croyances, faire des techniques de décentrage, de recadrage. Bon, il y a pas mal de techniques aussi qui viennent des TCC, hein, pour toutes ces pensées un peu ruminantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, comme vous le savez, je me suis beaucoup intéressé aux neurosciences. C'est qu'on sait que le centre de la rumination, c'est ce qu'on appelle le mode par défaut, qui est un mode qui est activé quand on n'est pas orienté vers une tâche particulière, qui est plutôt autobiographique, hein. Et en fait, on sait que quand on est simplement dans une induction hypnotique, ce mode par défaut, par définition, va être inactivé. Et donc, l'hypnose en soi, elle va stopper les ruminations et activer donc un fonctionnement qui est beaucoup plus fluide, hein, et donc qui permet en même temps de faire aussi des techniques cognitives, si on veut. L'anxiété corticale gauche, rappelez-vous, hein, c'est cette idée d'avoir une anticipation négative avec la dissociation qui crée bien sûr l'anxiété diffuse en particulier. Eh bien, l'antidote et la stratégie, ça va être la réassociation. Et là, en cabinet, on peut apprendre des techniques d'auto-hypnose pour se mettre en présence. Moi, j'aime bien les approches de Gaston Brosseau, peut-être que vous connaissez, hein, sur la relaxation paradoxale, d'autres techniques, mais ça peut aussi utiliser des techniques de mindfulness, des techniques de futuration positive, des techniques de dissociation contrôlée, hein. Le grand problème de cette anticipation négative, c'est que les personnes font des dissociations incontrôlées. Ils sont habitués à le faire sans s'en rendre compte, hein, et c'est ça qui crée le problème. Pour terminer, ce qu'on pourrait appeler l'anxiété amygdalienne, qui a une particularité, c'est qu'elle n'est pas consciente, puisqu'elle fait appel à une association qui est dans la mémoire implicite, qui est dans le corps, qui est négative, hein, et ça va être bien sûr impliqué, vous vous en doutez bien, dans les troubles paniques, dans les phobies et dans les troubles post-traumatiques. Et là, le problème, c'est l'association. C'est que de manière très forte, très rapide, dès qu'il y a un stimulus, eh bien, le processus qui a associé ce stimulus à une activation forte de l'amygdale va être en action. Et vous le savez, la stratégie qui va fonctionner, hein, pour cette anxiété amygdalienne, c'est pas la parole, c'est pas l'imagination, c'est un processus de désassociation. C'est-à-dire que globalement, quelle que soit la technique qu'on choisit, hein, c'est ce processus de désensibilisation en général progressif. Alors ça peut se faire de manière beaucoup maintenant avec des mouvements alternatifs, hein, les différentes variations qui existent, hein, des techniques psychocorporelles également, où on va accompagner la personne de manière progressive, d'abord in vitro, avec l'imagination, à imaginer des situations anxiogènes, puis d'hypoventiler ou de faire de la relaxation, d'aller dans une safe place, etc. On va en fait réassocier un stimulus donné une émotion de calme et de sécurité. Et on va éteindre en fait, hein, cette association qui crée l'activation immédiate. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée générale de cette démarche, hein. Globalement, pour la prise en charge des troubles anxieux, vous l'avez compris, l'idée c'est d'abord de bien comprendre, d'établir bien sûr une alliance sécure, une écoute bien sûr très active pour laisser la personne et expliquer comment elle construit son trouble. Et on l'a vu, c'est souvent un processus hypnotique. Bien définir également comment est-ce qu'on va définir le problème, les objectifs et le plan de traitement, hein. Et en fonction, voilà, de ce que vous allez récolter, hein, comme information, euh, eh bien, d'utiliser les différentes méthodes dont on a parlé, augmenter les ressources, recadrer, avoir des outils spécifiques pour, in fine, aboutir à une forme d'autonomisation du patient, ce que j'appelle la déliaison, qui souvent se fait par la prescription d'auto-hypnose, hein, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir la capacité bien de vraiment conduire de manière complètement autonome leur bolide, hein, sans se laisser entraîner dans des sorties de route.
Voilà, et ben voilà. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. J'ai fait un peu plus que prévu. Désolé, Brice, hein. Je vous parle très rapidement de mes livres, hein. Donc là, ça, c'est les quatre qui sont déjà sortis. Celui qui se rapproche le plus de ce dont j'ai parlé ce soir, c'est plutôt le troisième sur les neurosciences. Et d'ici la fin de l'année, donc, je vais sortir un livre qui va s'appeler Stress et Burnout quelque chose, qui est vraiment en voie de finition, euh, et qui va avoir un peu ce même schéma, c'est-à-dire comprendre un petit peu la démarche neuroscientifique, neurobiologique des troubles de stress et de burn-out, et aboutir à des stratégies qui sont fondées à la fois sur cette compréhension et sur la pratique clinique. Voilà, eh bien, merci beaucoup. Merci Olivier, super présentation. Je te remercie surtout pour les références. Moi, je suis vraiment pour on va dire, le développement et la promotion d'une hypnose, on va dire, sourcée et scientifique, et je suis ravi qu'il y ait du fondamental. Euh, Quelques petits éléments qui me sont venus au fur et à mesure de ta Oui, présentation. Et puis après, alors c'est pas des questions, hein, mais c'est plus des éléments que j'ai notés. Finalement, le stress, on se rend compte que le stress, l'anxiété, c'est vraiment un poison qui est associé à toutes les maladies psychosomatiques. Et on le voit parce que systématiquement, dès qu'il y a de la douleur chronique, dès qu'il y a des troubles du sommeil, etc., souvent, il y a une composante de stress, d'anxiété. D'où oui, l'intérêt aussi d'intégrer dans les thérapies hypnotiques qu'on fait des thérapies qui sont liées à la relaxologie. Voilà. sans doute. Donc il faut vraiment s'intéresser à ce qui a été fait par Schultz, Jacobson, etc. C'est pas que Oui. un body scan, c'est vrai. Avec une approche qui est intégrative, c'est-à-dire de ne pas se limiter purement et simplement à nos outils que hypnotiques, mais c'est vrai que voilà, la relaxation qui passe par le corps, et puis aussi penser qu'il y a des éléments comme la nutrition qui vont aussi être importants parce que l'activation du système du stress de manière chronique par l'anxiété va complètement vider les réserves en neurotransmetteurs, par exemple. Et donc, si on n'a pas une alimentation équilibrée, très rapidement, on va se retrouver en phase d'épuisement de ces neurotransmetteurs, en particulier GABA, sérotonine, etc. Et ça peut amener à un burn-out, par exemple, hein, parce qu'il y a un épuisement, quoi. Un deuxième élément qui me semblait intéressant à souligner, c'est qu'en fait, toutes les zones du cerveau qui s'activent aussi pendant le stress, l'anxiété, le burn-out, etc., ce sont des zones évidemment qu'on va retrouver dans la neuromatrice de la douleur. Oui, Et donc, on voit bien la corrélation, parce que nous, bon, évidemment, quand on utilise ça d'un point de vue scientifique, on a besoin de saucissonner les oui, disciplines, mais tout est lié au niveau du corps, de l'esprit. Et puis, entre le stress, l'anxiété, puis la douleur chronique, enfin, tout est vraiment intriqué. Et on se rend compte que dans les zones d'activation, donc dans la douleur chronique de la neuromatrice de la douleur, ce sont des zones qu'on va évidemment retrouver, l'amygdale, l'hippocampe, le cortex singulaire intérieur, etc., dans les zones aussi qui vont s'activer. Et ce qui est important de dire, c'est qu'en fait, la suggestion, on appelle ça du targeting, c'est-à-dire elle va vraiment cibler la zone. Et si on dit au patient, grosso modo, vous n'avez pas mal, ou si on lui dit, vous ne sentez rien, ou si on lui dit, vous êtes parfaitement détendu, etc., on sait qu'on va avoir des zones soit sensitives, soit émotionnelles, soit, etc., qui vont s'activer. On ne va pas avoir le même résultat dans la réinterprétation globale du message. Et ça, on le retrouve également aussi dans la gestion du stress, c'est-à-dire cette idée du targeting de la suggestion en fonction de ce qu'on va dire au patient, si ça va être de la confiance, si ça va être une diminution, une désensibilisation, etc. On va avoir différentes zones du cerveau qui vont s'activer et qui fait que la réponse globale, parce que c'est pas un input, hein, c'est un output au niveau cérébral, va être différent. Après, ce qui est intéressant, moi je trouve en tant que clinicien, quand on est confronté, comme tu le sais, hein, au quotidien avec les patients qui sont alors stressés, anxieux, qui ont peur, phobiques, etc., j'ai vraiment l'impression que c'est un curseur, c'est-à-dire, grosso modo, le processus est plus ou moins le même. Il y a vraiment une activation de l'imagination et on sait que l'imagination, c'est lié à la mémoire, mais on sait que la mémoire aussi, c'est une reconstruction de l'imagination, donc les deux sont liés. Et souvent, moi, je fais le distinguo entre les patients, alors ça c'est vraiment clinique hein, au cabinet, qui sont en situation de stress, c'est-à-dire activation du système orthosympathique, donc le cortisol, l'adrénaline, tout ça, quand ils sont dans la situation, et après les patients qui
vraiment sont phobiques, c'est-à-dire juste le fait de s'imaginer être dans la Oui, situation, ont un déclenchement du système orthosympathique. Et pour moi, c'est vraiment là où je vais soit soigner directement avec l'hypnose et faire la séance avec l'hypnose et les outils hypnotiques, que ce soit de l'hypnosédation, de la léthargie, vont être suffisants. Soit, par contre, s'il y a vraiment une composante, on va dire psy, comme tu le disais, en fait, d'auto-hypnose négative, à ce moment-là, souvent, je vais d'abord faire une séance d'hypnothérapie avant de passer le patient sur le fauteuil parce que je sais que même si j'arrive à le mettre en transe suffisamment profonde, dès que je vais commencer, il va revenir. oui, oui, c'est cette Euh, notion de progressivité, oui, oui, qui est oui, assez vraiment de curseur où tu sens qu'il y a un degré où tu te dis non, là, de toute façon, ça sert à rien parce que même si je passe un quart d'heure à approfondir et à développer des phénomènes hypnotiques, etc., il y aura toujours un stress, une anxiété, etc., qui va ramener les éléments. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et sans dévoiler la suite de ton bouquin, ce qui est intéressant ce soir, c'était assez fondamental, mais dans le bouquin, évidemment, il y a cette approche intégrative avec plein d'outils. Et c'est vraiment, moi, j'ai fait la relecture. Et j'ai beaucoup aimé parce que justement, c'est une boîte à outils avec plein d'outils qui intègrent l'hypnose, mais pas que. Comme tu dis, il y a de l'EFT, il y a de l'EMDR, de la TCC, il y a de la nutrithérapie, il y a plein d'éléments qui participent. Voilà. Donc chouette. Est-ce que vous avez des questions? On va prendre, allez, on va faire 20 minutes, une petite demi-heure de questions. Vous pouvez soit lever la main, soit les poser dans le chat, comme vous voulez. Ah oui, où est le chat pour moi? Ou sinon, tout simplement, hein, vous découpez votre micro et vous posez une question et on va faire simple. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais ce n'est pas obligatoire. Et pour rebondir sur ce que tu disais, ouais, ouais, moi, c'est la fameuse expérience de Rainville, hein, qui date de quelques années, là. Donc, comme tu disais, il y a ce targeting où il a démontré que les dimensions de la douleur étaient ciblées par le caractère de la suggestion. Et c'est vrai que ça a été une recherche qui a permis de voir que non seulement nos suggestions sont très spécifiques en fonction qu'on parle du côté émotionnel ou du côté intensité, par exemple, mais ça veut dire aussi que non seulement il y a cette notion de targeting, c'est-à-dire de précision, mais aussi de multidimension. Et ça rejoint un peu cette idée un peu intégrative, c'est-à-dire que même si on utilise l'hypnose, eh bien, par exemple, hein, dans l'exemple précis dont tu parlais de la douleur, il faut, d'une manière ou d'une autre, ne pas forcément ne s'intéresser qu'à l'intensité, hein. Il faut irradier dans les multidimensions de la douleur, que ce soit symbolique, que ce soit cognitif, que ce soit émotionnel. euh, ou comportementale, il faut que nos suggestions, moi j'appelle ça mitraille large, en fait. Et dans l'anxiété, c'est un petit peu la même chose, c'est on a différentes structures qui sont en cause et qui peuvent générer, entretenir ou augmenter l'anxiété. Et différentes approches, comme celle que j'ai montrée, hein, les différentes stratégies, elles peuvent se compléter les unes les autres. Et ça ne veut pas dire une seule stratégie soit suffisante, quoi. Alors, je ne sais pas si Maurice a disparu. Je suis pas loin. Voilà, c'est bon. Donc oui, n'hésitez pas s'il y a des questions, orales ou écrites. Je suis là pour essayer d'y répondre de mon mieux. Alors, est-ce que tu peux juste, le temps que certaines questions se préparent, nous donner un petit peu enfin pas le sommaire, mais un petit peu comment tu as conçu ton bouquin en fait? En ligne, hein, Alors, c'est-à-dire. ben, globalement, j'aime bien un peu garder une structure qui ressemble à ce que je vous ai montré ce soir, hein. C'est-à-dire que globalement, c'est comprendre, voir les facteurs de risque, voir les facteurs de protection, et ensuite, c'est déterminer quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser pour à la fois augmenter les ressources, euh, qui est plutôt de la prévention, hein, mais il y a beaucoup de choses à faire déjà à ce niveau-là,
Moi, pour mon expérience, je vois beaucoup plus de personnes qui sont en pré-burnout qu'en burn-out véritablement euh, total, quoi, hein. Donc, on a encore la possibilité d'agir avec des actions à poser au niveau préventif et au niveau de l'augmentation des ressources. Donc, globalement, voilà, c'est bien définir ce qu'est le stress dans sa dimension positive et bien sûr négative, hein, quand il devient chronique, et de voir le lien entre le stress et la genèse du burn-out, qui à l'origine est plutôt lié au monde du travail, mais qui aujourd'hui s'est déplacé à plein de contextes différents, hein. Mais globalement, c'est ce processus en fait d'épuisement total, hein, qui vient à la suite d'un stress chronique. Et donc, une fois qu'on a bien compris les processus qui sont assez proches, hein, du processus anxieux, évidemment que les troubles anxieux sont des facteurs de comorbidité du burn-out. Eh bien, l'idée, c'est d'aller chercher des méthodes plutôt intégratives, c'est-à-dire qui se renforcent les unes les autres et qui peuvent être proposées sur mesure aux patients, à la fois pour augmenter les ressources et à la fois aussi pour avoir des outils de traitement en fonction de ce qui va être à l'origine, parce on a plusieurs, on l'a vu, il y a plusieurs entrées, hein, des entrées qui peuvent être cognitives, des entrées qui peuvent être émotionnelles, des entrées qui peuvent être physiologiques, et puis des entrées qui sont purement psychologiques, où on va pouvoir utiliser aussi la suggestion, quoi. Et comme tu disais, hein, les techniques de relaxation, à juste titre, hein, moi ce que j'ai découvert en fait en faisant ces recherches, c'est que Schultz et Jacobson étaient des hypnothérapeutes à la base, en fait. C'est toi l'historien, c'est toi qui sais ça. Mais moi j'ai Oui, découvert. alors non seulement c'était des hypnos, mais par exemple ce qu'on appelle les techniques de Schultz, c'est une technique qui est en fait une thérapie sur 42 séances. Oui, c'est long. Donc, il y a plusieurs niveaux dans la relaxologie. Donc, quand on parle de relaxation, nous, on a tout de suite en tête l'induction par relaxation musculaire progressive. Mais en fait, non, c'est un véritable système en soi et qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus long pour le patient à suivre euh, par rapport à l'image qu'on peut en avoir. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de relire en fait ce qu'ils ont fait comme travaux, parce qu'il y avait une dimension d'abord au niveau physiologique au niveau du corps. Et après, il y avait le deuxième degré, donc dans la relaxologie, c'était vraiment la dimension psychothérapeutique, hein. Donc, oui, oui, c'est très, très intéressant. Et puis, ça donne plein d'outils à intégrer. L'intérêt, je trouve, de l'hypnose et par extension de la transe, justement, c'est de s'adresser au corps et à l'esprit à la fois. Et ça serait dommage de se priver, justement, vu qu'on a cette puissance-là parce que la trance, c'est un amplificateur, ça serait dommage de se priver de ce rôle-là, hein. Donc, je te rejoins entièrement. Alors j'ai Est-ce que une vous avez des question. questions? J'ai une Euh, Pardon, question. excusez-moi, est-ce que vous parlez bien du training autogène de Schultz? C'est bien ça? oui, training autogène de Schultz, et D'accord. après, il y a la relaxation euh, psychodynamique de Rouet, ou bien les D'accord, techniques d'accord. de Jacobson, etc. Voilà. J'ai un commentaire là dans le chat. Oui, Il dit que pour le travail avec la personne, il y a aussi la dimension médicamenteuse à prendre en compte, c'est-à-dire l'heure du rendez-vous, le travail hypno ne sont pas les mêmes si la personne est sous médicament. Et ça c'est certainement vrai, hein. On sait qu'il y a de nombreux médicaments qui vont modifier l'accès à la transe en particulier. Donc oui, oui, il faut en tenir compte. Bon, quand bien même notre rôle ne nous autorise pas, à mon sens, à discuter, hein, cette prise de médicaments, mais ça peut être intéressant effectivement d'adapter et d'avoir la personne qui vient à un moment où elle est peut-être moins gênée dans son fonctionnement par ces médicaments. Oui, je suis d'accord avec cette remarque. ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce qu'on est bon pour ce soir? Bon, bah écoute, Olivier, je crois que tu as été tellement exhaustif on a plus de questions pour toi. Que tout le monde a tout compris. Tout le monde a tout compris, voilà. Ok, bon, c'est super. Allez, Bon, bah écoute, je te remercie encore pour la présentation. c'est C'était moi. c'était chouette. On attend. Est-ce que tu as une date pour la sortie donc de ton ouvrage? Alors, pas précise, mais je pourrais faire passer ça. Euh, Voilà. à travers, je t'enverrai, je t'enverrai ça Oui, oui, oui. Moi, je le posterai de toute façon sur les réseaux sociaux, on le diffusera, etc. Et voilà.
Bon, ben, Bon, je moi, vous remercie. Oui, vas-y. non, c'est juste pour dire que j'attends deux relectures. Il y a des relecteurs qui sont moins rapides que toi. Et, Voilà. et donc, dès que j'ai les retours, ben, je referai mon dernier tour de piste pour élaguer un petit peu. Et donc, d'ici la fin de l'année, ça sera sorti, hein. Et donc, je t'enverrai le lien pour que tu puisses le partager. Ouais. Ok, super, génial. Un grand merci Olivier et je vous Merci à dis à vous. tous une bonne soirée. Finissez bien l'année. Il y aura un prochain Virtual Chapter, je pense, je ne sais pas encore, février ou mars, etc. J'ai pas encore déterminé le sujet. Si jamais il y a des âmes charitables qui veulent, moi, il faut que je fasse la suite de Hypnose et douleur. Je vous ferai la douleur et procédurale. Voilà. Mais s'il y a des âmes charitables qui veulent proposer un sujet, vous êtes évidemment les bienvenus. Passez une bonne soirée. À bientôt. Bonne Au soirée, merci. revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Pareil. Bonne soirée.